Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité, pour les débats. Mettez-vous d'accord aujourd'hui autour de Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. C'est les vacances, on en profite. On est content de vous avoir. Gilles Gansman est resté avec nous, journaliste média Sud Radio. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Bonjour Alexis. Bonjour. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. On vous retrouve tous les vendredis matins face à Éric Tegner dans la matinale de Patrick Roger, enfin dans La Vérité en face plus précisément à 9h. Et puis également votre chaîne sur YouTube, Les Indécis, chaîne de débat politique. Évidemment, le budget encore et toujours avec des points qui font débat. Faut-il taxer l'alcool et les boissons sucrées Faut-il supprimer un deuxième jour férié, 3 jours de carence pour les fonctionnaires? C'est ce qui est évoqué également. Et puis tout de même, ce qui se passe à Rennes, un enfant de 5 ans blessé par balle, son père était visé. C'est ce jeune enfant donc qui a reçu 2 balles visiblement dans la tête. Il est entre la vie et la mort. Et Monsieur Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, a déclaré la guerre au narcotrafic. Ce serait très bien s'il y avait des résultats. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors Alexis, vous, c'est un coup de cœur sportif. Oui, absolument. C'est un coup de cœur pour un jeune sportif français qui nous avait déjà fait vibrer pendant les Jeux Olympiques. C'est Félix Lebrun, qui a incroyable. Qui avait déjà fait des choses extraordinaires pendant les Jeux Olympiques. Et qui là vient de gagner son premier grand tournoi international, mais c'est la première fois qu'un Français gagne un tournoi. À Montpellier. Puis il a battu son frère. Il a battu son frère, puis un Chinois, puis un Japonais en finale. Absolument. Et donc, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un Français qui gagne 18 ans dans un sport où on n'était pas toujours mauvais, mais pas non plus au sommet. Et on peut imaginer, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, d'être bien entouré par sa famille. Il y a son frère aussi qui est un très très bon joueur, qui est son frère aîné. Et donc, on peut espérer peut-être qu'il domine sa discipline, le tennis de table, pendant quelques années. Et on va pas s'enflammer, mais quand même, vu la précocité, le talent, ils ont l'air quand même de respirer. En espérant que l'argent leur monte pas à la tête, parce que moi j'ai passé un extrait de Zapping où les contrats publicitaires deviennent totalement dingues. Actuellement, on peut les voir dans une publicité en Chine, et ils sont appelés les frères lunettes. Ils ont de plus en plus de contrats. Tout ça est géré par la maman. Voilà, c'est juste ce qu'on espère, mais ils ont l'air en effet d'avoir les pieds sur terre. Ouais, mais il y a plein d'exemples dans le sport. On parle quelqu'un comme Roger Federer, par exemple. Ça lui est pas monté à la tête. Il est resté performant dans son sport. C'était aussi une icône publicitaire. Il est habitué à l'argent. Il est suisse, il est habitué à l'argent, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas en France aussi. Mais c'est un beau symbole. C'est la France qui gagne, la France qui gagne à l'international aussi, parce que c'est vrai que c'est une marque qui va devenir du coup internationale si vraiment il confirme son talent. Donc je trouve que ça méritait le coup de cœur ce matin. Vous avez raison. Partagez. Moi j'étais impressionné par le tournoi en lui-même. J'avais jamais regardé de ping-pong. J'ai trouvé l'ambiance et même la scénographie assez incroyable sur les couleurs et tout ce qui en ressortait. Et les points, je sais pas si vous avez vu ce point entre les deux frères Lebrun, justement. Incroyable. Un point qui n'en finit pas, où ils vont chercher les uns derrière les autres la balle aux extrémités de la table, du tennis de table. C'était exceptionnel. C'était surnaturel. Franchement, c'est exceptionnel. Le jour où on joue comme ça... Kevin et moi, on va passer notre tour. Je connais Monsieur Federer, mais tous les autres noms, tout ça, je n'ai pas. Les frères Lebrun. Les frères Lebrun, mais les deux, ils se ressemblent. Tu joues au ping-pong avec la raquette entre deux doigts. Tennis de table, oui. Ça va. Pourquoi on dit plus ping-pong? Je sais pas pourquoi. Pourquoi on n'a plus le droit de dire ping-pong? On va aider Kevin à s'intéresser au sport. Parce que c'est j'en ai besoin. Et à la France qui gagne. C'est ringard de dire ping-pong. Non, mais je sais pas pourquoi. Et on m'a repris cette fois, donc non, parce que je pense qu'il y a aussi un petit côté. Le ping-pong, c'est au camping. Enfin, ça reste du ping-pong. Pardon. C'est une table avec 2 raquettes. Vous avez une table, vous avez des raquettes. Voilà, c'est un peu ça. Alex, vous aviez un coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur. On reste dans les médias. Ça tombe bien que Gilles soit resté ce matin. Pour une série culte sur Amazon Prime que j'ai trouvé vraiment géniale, que j'ai vu la semaine dernière. Je l'ai bingé, comme on dit dans le langage des jeunes. Je suis encore un petit peu jeune. Vous l'avez regardé en un week-end. Voilà, exactement. Non, j'ai trouvé la série d'abord très intéressante en tant que telle sur ce qu'elle raconte de la société, de cette arrivée de la télé-réalité dans notre société française, qui a été le dernier pays en Europe quasiment à accueillir la télé-réalité.
Et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et de voir cette guerre aussi de pouvoir entre des gros groupes médias, parce que tout est raconté, rien n'est laissé de côté, entre le groupe TF1 et le groupe M6. Et puis j'ai surtout adoré l'écriture, quoi. Je trouvais que c'était très très bien écrit, c'était très à la mode. Le jeu de comédiens, tous je les ai trouvés très très forts. Après, forcément, puisque c'est produit par une des protagonistes principales, Alexia Laroche-Joubert, on a l'impression qu'elle se met un peu en avant. Ça a été un grand débat entre moi et Valérie. Entre Valérie et moi. Et qu'elle se favorise, mais en même temps, je trouve qu'on la retrouve assez bien dans son caractère. Vous trouvez qu'elle s'épargne par rapport J'ai pas dit qu'elle s'épargne. Parce qu'elle manigance quand même. Mais elle ressort comme étant la grande gagnante du truc. Après, elle va devenir la grande prêtresse de la télé-réalité quand même. Mais je trouve pas qu'elle s'épargne, parce que son comportement, son attitude n'est pas forcément valorisant pour elle. Non. Vous l'avez regardé non plus, Kevin? Vous regardez que des documentaires sur la guerre je ne regarde pas de 39. série, je ne sais pas comment on s'abonne à Amazon Prime, mais j'apprends des choses. Vous regardez que Arte en allemand. Non, j'ai même pas de téléviseur chez moi. Donc, Vous n'avez pas de téléviseur? Non. Et vous trouvez pas déconnecté avec vos élèves sans avoir de téléviseur par rapport à ce qu'ils disent? Non, mais j'ai un téléphone et je peux voir quelques replays. Je suis fan de TikTok. Alors ça me lobotomise la tête, mais je vois plein de choses formidables. Mais par exemple, vous regardez pas les journaux de 20h? Incroyable. Et vous allez participer à des émissions. Que de pas regarder la télé. TikTok, c'est pas. J'ai plus de télévision depuis que j'ai 20 ans. Je m'en sors très bien. Vous le savez pas, parce que vous savez pas ce qui s'y passe. On voit un petit peu sur les réseaux sociaux quand même. Non, mais vous savez pas ce qui s'y passe, parce que c'est pas vous qui faites le choix. Moi, je trouve ça drôle de quelqu'un dans notre société où les médias, pas forcément le support télé, est important. Vous êtes au contact des élèves, de pas avoir ce contact. De ce qui se passe sur les médias. Il l'a avec son téléphone. Je l'ai avec mon téléphone, je vais avec les réseaux sociaux, je lis les journaux. Il se regarde même pas quand il passe à la télé. Non, je ne regarde que les émissions dans lesquelles je passe, voilà, c'est ça. Alors, vous avez un coup de cœur, donc série culte. Gilles, c'est un coup de gueule. Ah ouais, moi j'ai un gros coup de gueule. Bon, alors ça commence par une vidéo de Stéphane Rothenberg. Il était trop content parce que ça va être les 20 ans de Pékin Express. Pékin Express, c'est une émission sur M6 où on va chez l'habitant. On fait du stop pour aller découvrir l'habitant et d'aller de ville en ville. Et pour la première fois, l'émission, alors que c'est compliqué à organiser, va avoir lieu pour ses 20 ans en Afrique, en Tanzanie, Mozambique, Lesotho et Johannesburg. C'est la première fois. Par rapport, il y a eu 44 pays traversés depuis la création du programme. Et Sandrine Rousseau a tweeté « C'est cela l'impensé colonialiste, faire des émissions d'aventure dans des pays exotiques et ne jamais montrer les destructions de nos entreprises sur ces territoires. » Moi, je trouve que c'est de la bêtise crasse. Déjà, elle fait un bras d'honneur, elle est habituée au tourisme. Évidemment, ces pays ont besoin du tourisme, de visibilité. Jusqu'ici, toutes les émissions ont eu lieu en priorité en Asie. Pour la première fois, ils viennent en Afrique. Alors, il faut rappeler quand même à Sandrine Rousseau que l'Afrique, c'est pas forcément la brousse avec des animaux dans la jungle. C'est aussi des villes, c'est aussi des gens, c'est aussi des médecins, c'est aussi toute une société. Et ils traversent ces pays-là en voiture, donc c'est quand même assez civilisé. On a l'impression qu'elle parle d'une Afrique qui n'est pas civilisée et dans laquelle on ne pourrait pas faire des émissions. Et puis l'autre reproche qu'elle fait, elle dit on devrait plus montrer Total et ce qui est fait là-bas. C'est pas le but de l'émission, c'est une émission de divertissement. Donc moi je conseille aussi à elle de s'abonner à Canal+ Afrique. Canal+ est présent depuis depuis 2010. Ils ont des émissions documentaires fortes, ils ont des débats sur Canal+ Afrique. Ils sont présents dans une grande partie de l'Afrique depuis plus de 15 ans. Donc il faut pas mélanger les choses. Et moi je trouve ça très bien. Il y a deux émissions très importantes en France qui sont Koh-Lanta. Koh-Lanta n'a jamais réussi à faire un Koh-Lanta en Afrique alors que les téléspectateurs leur demandent de faire un Koh-Lanta là-bas. Et évidemment, c'était très compliqué d'organiser ça pour Pékin Express. Et la façon dont a réagi, je trouve, Sandrine Rousseau, c'est vraiment une image d'une vieille Afrique. C'est-à-dire que on ne pourrait pas aller là-bas alors qu'on va dans tous les pays. Je vous ai dit, 44 pays traversés depuis la création de cette émission. Et donc, j'ai trouvé que c'était à contre-emploi et que c'était un tweet assez crasse, pour tout vous dire.
Oui. Oui, non, mais Déjà, pourquoi on n'a pas besoin de son avis sur la télé, c'est surtout ça. Oui, elle a voulu créer une polémique, à son habitude. Tout est dit sur le fait que c'est une émission de divertissement. C'est pas un documentaire ou une émission d'info ou un débat qui devrait suivre un documentaire. C'est effectivement, quand vous connaissez Pékin Express, qui est une émission formidable aussi, d'aller d'un point A à un point B. Bien sûr. Qui repose sur des valeurs d'aventure, de convivialité, d'esprit d'équipe et de rencontres, voilà. Avec les familles, avec les gens. Ça permet de visiter le monde en même temps, mais ça permet pas non plus de critiquer. C'est pas le but de l'émission. C'est pas le but de l'émission, c'est ça. Chacun donne son avis tout le temps, surtout, c'est un peu fatigant, quoi. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. Ce sera votre coup de gueule dans un instant. Kevin Bossuet, quel teasing on va avoir. Là, il est un peu perdu pour l'instant. Je vois, il regarde dans le vide. On parle d'émissions de télé, de médias. Là, c'est dur. Là, il faut passer à autre chose. Allez, il faut revenir sur à tout de suite. Du régalien. Voilà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va continuer de commenter l'actualité avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Gilles Gansman, journaliste média à Sud Radio, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve tous les vendredis matins à 9h face à Éric Tegner dans La Vérité en face, animé par Patrick Roger, et votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique. On va revenir. Dites pas qu'on me retrouve tous les jours avec vous. Non. 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Faut-il désindexer les retraites? La taxe sur l'alcool et les boissons sucrées. Bref, beaucoup de sujets autour du budget et puis le narcotrafic également au sommaire de cette émission. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et Kevin, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre ces 150 manifestants qui, à Vertou, en Loire-Atlantique, ont décidé de se mobiliser pour empêcher la tenue d'une réunion du Rassemblement national organisée par Sébastien Chenu. La manifestation a été interdite et ils y sont quand même allés et ils ont commis des exactions contre nos policiers. Et je trouve qu'il y a une montée de la violence politique dans notre pays qui est plus que de la violence verbale, qui est de la violence physique. On a vu qu'il y a quelques jours, vous avez le délégué national de l'UNI, Yvan Lecause, qui a été notamment frappé au sein d'un amphi à Tours, au niveau de la mâchoire et au niveau de la tempe. Et je me souviens qu'en juin dernier, il y a un candidat RN qui s'était retrouvé hospitalisé à Saint-Étienne parce que on l'avait frappé, notamment sur un marché. Mais cette montée de la violence ne m'étonne pas du tout parce que il y a un parti politique qui s'appelle la France Insoumise qui institutionnalise cette violence. Je pense notamment à Rima Hassan qui émet des menaces de mort contre François-Xavier Bellamy. Je pense à Thomas Porte qui, au moment de la réforme des retraites, avait quand même transformé la tête d'un ministre en ballon. Et je trouve que investir comme candidat aux législatives Raphaël Arnaud, qui est un triple fichier S, qui a été condamné pour violence en réunion, c'est un très mauvais signal. Je trouve que avec ces gens-là, la démocratie se transforme en voyoucratie. Et moi, ça me pose un problème. Mais tout simplement, vous expliquez qu'ils sont tous élus. Rima Hassan a été élu normalement. Le fichier S dont vous parlez a été élu. Sébastien du côté de Marseille. Mais ils sont élus parce que la stratégie de la France Insoumise, c'est de faire appel aux bas instincts. Ce sont des gens qui surfent sur l'antisionisme, qui n'est que le faux-nez de l'antisémitisme, qui tiennent un discours profondément dangereux, profondément anti-système, qui font du populisme bas de gamme. Il y a en effet des personnes qui croient en leur discours, sauf que ça pose quand même un problème quand ces gens menacent par exemple des journalistes comme les journalistes de BFM. Et je trouve que la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait finalement d'éviter la violence et de privilégier le débat dans le respect. Et là, on n'y est pas du tout. Et moi, par exemple, pour Rima Hassan, il faut retirer son immunité parlementaire parce que ce qu'elle colporte, c'est inadmissible. Bien sûr. Mais vous dites pas qu'en face, il se passe quelque chose de compliqué pour que eux ne soient pas élus face à ces candidats? C'est-à-dire, comment vous expliquez que ces candidats, ils ont une opposition qui vient de droite et que cette droite-là n'arrive pas à les combattre? Comment vous l'expliquez? Mais parce que c'est le communautarisme. Regardez en Seine-Saint-Denis, tous les députés sont d'extrême gauche. Ça veut dire que pour vous, la communauté musulmane est beaucoup plus forte que les autres communautés?
C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Non, ça veut dire qu'en Seine-Saint-Denis, vous avez en effet une forte communauté musulmane et vous avez la stratégie de monsieur Mélenchon qui nous fait croire que tout est islamophobe, l'État est islamophobe, tout ce qui n'est pas à l'extrême gauche est islamophobe, et Mélenchon passe comme étant le candidat qui défend les musulmans, ce qui est complètement stupide puisque Mélenchon instrumentalise notamment les musulmans à des voix électoralistes. Et le problème, c'est que ça fonctionne. Mais Kevin, est-ce que la droite parle à ces musulmans ? Est-ce qu'elle leur propose autre chose ? La droite essaye de parler à ces musulmans, met en avant la question de la méritocratie, mais en effet, je suis parfaitement d'accord, c'est compliqué. Mais je trouve que quand même, l'attitude de ces députés d'extrême gauche, ça pose quand même question. Enfin, on est bien d'accord. Je vais juste répondre à cette question de Gilles. Est-ce que la droite parle aux musulmans ? D'abord, je pense qu'elle parle aux musulmans, et puis ça me gêne de demander est-ce qu'un parti parle aux musulmans ? C'est vrai. Parce que je répondais à la question du communautaire. Je sais, mais par définition... C'est pas mon avis à moi. Non, mais bien sûr. Mais par définition, je pense... Bien entendu, j'ai bien compris. Mais par définition, je pense que de toute façon, quand vous êtes un citoyen français, d'abord, on n'a pas à vous parler principalement ou précisément parce que vous êtes juif, chrétien ou musulman, premièrement. Et deuxièmement, je pense que effectivement, la droite ou les différents partis, parce que pas que la droite, ont parlé à la communauté musulmane à un moment donné et que ça s'est pas très bien passé aussi. Je prends Nicolas Sarkozy qui parlait d'islam de France. Bernard Cazeneuve a tenté la même chose 10 ans ou 12 ans plus tard. On n'y a pas réussi. Donc c'est qu'il y a un problème. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur la situation de violence politique, oui, effectivement, Kevin, vous avez raison. Il y a une violence politique dans le pays qui est considérable, mais qui ne date pas d'hier. Elle est considérable, cette violence. Mais tant dans les mots, quand on voit encore une fois, on en avait souri il y a quelques mois quand le garde des Sceaux avait fait un bras d'honneur dans l'hémicycle. Ça commence par là. Sandrine Rousseau a recommencé la semaine dernière en disant que elle a commencé le geste, mais qu'elle l'a pas terminé. La violence aussi, elle commence par là. Et je pense que elle n'est pas attribuée à un seul parti, la France Insoumise, même si c'est vrai qu'ils ont des responsabilités mais très importantes, ça c'est évident, et que ils en jouent beaucoup. Je pense qu'il y a une violence qui est collégiale. Comme quand on reproche à Emmanuel Macron de ne pas être à la hauteur, c'est vrai, on doit reprocher à l'ensemble de la classe politique aujourd'hui de ne pas être à la hauteur. Et après, moi, je vous dirais juste sur des communautés que souvent les choses arrivent en Europe après les États-Unis. Les États-Unis fonctionnent comme ça. Hein. Le vote gay, le vote black, le vote latino. Sauf que la République française, c'est justement le contraire de cela, en fait. Normalement. Mais ça va changer. Alexis, je suis pas sûr. Mot là-dessus ? Non ? Non. Là, on va... c'est comme les poupées russes, vous voyez, on part d'un truc, un fait micro-local, et puis on arrive à, toujours la même chose, quoi. Les musulmans, il y a un problème avec les musulmans. J'ai pas dit ça. C'est pas ce qu'on a dit, en fait. C'est ce qu'il a dit lui. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une instrumentalisation des musulmans de la part d'une certaine partie du spectre politique. C'est plus compliqué que ça, quand même. Et moi, j'aime pas assigner un résident soit religion. Vous savez, moi, dans l'éducation nationale, je suis depuis 10 ans. Vous avez deux types de profs. Vous avez des professeurs qui sont des républicains, qui ne regardent pas l'origine sociale des élèves, qui n'ont absolument rien à faire, qui sont pour le mérite. Et vous avez des profs de gauche qui, sans arrêt, sont dans la culture de l'excuse, nous racontent, mais il faut comprendre, c'était le ramadan, mais regardez d'où il vient de la cité, il faut baisser. Mais ça, c'est insupportable, en fait. La République, c'est la même chance pour tous, et c'est ne pas enfermer des gens dans des communautés ou enfermer des gens dans des religions. Je suis désolé, la liberté individuelle, c'est important. Mais là, ce qui s'est passé, tous les profs ne sont pas de gauche. Mais peut-être que c'est je vais te dire, ce que je vois sur le terrain. Il y a des profs de gauche qui sont très soucieux des valeurs de la République, de la laïcité. Donc c'est caricatural de dire les profs de gauche, la culture de l'excuse, le laxisme. Ah mais je l'ai dit avant de m'exprimer que c'était caricatural. Mais c'était très schématique. Stop. Un mot, une interrogation. Vous savez que le président de la République, est en voyage d'État, en voyage officiel au Maroc. Et alors, il a des invités qui m'interrogent dans ses bagages. Le photographe François-Marie Bagné, condamné en 2016 pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt, et l'ex-député LREM, Mjid El Guerrab, condamné en 2022 pour violence. Est-ce qu'on est obligé d'inviter ces gens-là? Non, la question... ça doit être du copinage, là. Clairement, non. Oui, mais c'est étonnant. Alors après, il y a des ministres et anciens élus. Donc il y a Hubert Védrine, Madame Guigou, son mari, vraisemblablement, Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospective économique. Il y a Madame Yamina Benguigui, Madame Sarah El Haïry, donc des gens qui ont des liens avec le Maroc. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais ça vient peut-être du Maroc aussi. Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon?
Non, pas il Jean-Luc est né au Mélenchon. Maroc aussi. Ça, vous savez bête, pas ça, aussi, C'est de ça la a dû être discrimination. Non, parce qu'il y a validé par le Maroc parce qu'il y a aussi. les invités du Maroc Voilà. qui sont à part. Ah d'accord. Et il y a les invités du président de la République. Donc, Ce voyage est très très important. bah, bien Oui, sûr. bien sûr. En réalité, il est très important. Moi, je connaissais pas cette liste. Effectivement, je trouve ça assez bizarre d'inviter François-Marie Bagné. Enfin, il était condamné. Après, il peut avoir une vie. Hein. Non, mais il peut avoir une Ça, vie, vous mais êtes bon, condamné, sur le symbole, c'est pas Sur le très symbole, très c'est malin, pas je trouve. Mais génial, bon. quoi. Bon, après, c'est vrai que le président de la République sur les symboles en ce moment, il est pas hyper malin. Mais bon, après, ça le regarde. Après, sur le reste, sur le voyage en tant que tel, ce voyage officiel, un voyage d'État, c'est quand même la réconciliation. On le sait que les deux pays sont extrêmement fâchés, que depuis la reconnaissance contre toute attente d'Emmanuel Du Macron désert. sur le Sahara occidental au mois d'août dernier, le Maroc semble vouloir faire un nouveau pas vers la France. Mais il est très important pour plein de raisons. D'abord pour les relations effectivement diplomatiques, mais surtout dans un contexte aujourd'hui où tout le monde en parle sur les OQTF, sur le fait de pouvoir renvoyer j'allais dire délinquants, mais en tout cas ceux qui sont condamnés par la justice d'origine Oui, marocaine. qui ne devraient pas être sur le territoire. Voilà, qui ne devraient pas être sur le territoire. On a besoin des pays d'origine, exactement. Non mais attendez, j'ai pas fini. Vous, les échanges commerciaux, avoir une importance sur un pays d'arabe, de pouvoir négocier avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas plus important que les OQTF? Non, pas aujourd'hui. Bah aujourd'hui, je crois pas pour Non, la je pense pas. majeure partie des Français. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que c'est un mix des deux. Il va falloir faire un mix des deux. Ce voyage, il dure 4 jours. Il est très important. Il y a des chefs Quand vous d'entreprise voyez- qui sont avec lui. Oui, mais et surtout quand vous voyez que le ministre qui est mis en avant dans ce voyage, c'est Bruno Retailleau. Ça envoie quand même un signal. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis simplement que c'est un moment important aussi de ce côté-là. Ouais. Alexis Bachelet. Non, mais moi, tout ce qui va dans le sens Du dialogue. et de meilleures relations de la France avec ses voisins, en particulier sur le pourtour méditerranéen, moi, je prends. Voilà, c'est quelles que soient les arrière-pensées, il y en a sûrement, il y en a toujours. Après, effectivement, la liste de la délégation, c'est un peu anecdotique, même si je pense quand même que un casting, ça reflète toujours quelque chose. Et qu'il y a tellement de personnes qui ont des liens avec le Maroc que on peut pas tous les emmener, et que emmener cela, c'est ne pas emmener les autres. Par provocation. Par rapport à Kevin, j'ai cité Jean-Luc Mélenchon qui est né au Maroc, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnalités qui ont un lien intime. Il y a aussi Dominique Strauss-Kahn, je crois même qu'il y vit. Enfin, vous voyez, bon. Alors évidemment, ça ne reviendrait peut-être pas à l'idée d'Emmanuel Macron quoique peut-être ils vont se voir d'ailleurs, parce que il est souvent à Marrakech, Dominique. Donc voilà. Mais au-delà de l'anecdote, c'est vrai que je pense que la France, elle a une relation particulière évidemment avec ces pays, puisqu'on a été aussi la puissance coloniale au Maroc, en Tunisie. Protectorat. Et protectorat. Un peu Mais différent. oui, non, mais j'ai pas dit. Je connais bien la différence, et je sais même que les protectorats ont été abolis en 1956, c'est-à-dire juste avant le début de la guerre d'Algérie. Mais après, qu'effectivement, je pense que le sujet, ça serait aussi peut-être que la France, là, je vais faire mon côté un peu candide. Ça va faire plaisir à certains. C'est que ce qui serait bien, c'est que il y ait aussi une amélioration, une pacification des relations entre le Maroc et l'Algérie, et entre la France et l'Algérie, parce que finalement, en prenant aussi les pas de la diplomatie marocaine, que je peux entendre, on braque aussi l'autre grand partenaire de la France dans cette zone du monde. Voilà. Donc il faut en avoir conscience, c'est tout. C'est compliqué. Autant dire que la géopolitique, vous voyez, c'est quand même un sujet. La diplomatie, c'est un sujet particulièrement complexe, et on peut pas y aller avec des idées simples, quoi. Je terminerai cette séquence avec les paroles de Jean-Louis Borloo. Le Maroc est l'une des meilleures gouvernances au monde. Voilà, c'est dit. Je pense que lui aussi fera partie des gens rencontrés là-bas. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du budget et des différentes taxes. Imaginez, concours l'épine des taxes. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble et on commente l'actualité. On va commencer à parler de ce budget de la Sécu qui est aujourd'hui dans la ligne de mire des parlementaires, avec plusieurs positions, plusieurs suggestions, plusieurs propositions qui font beaucoup réagir. La
l'indexation temporaire des retraites, les allègements de charges. Bref, il y a beaucoup les arrêts de maladie moins bien indemnisés. Je voulais qu'on parle de... Pour les fonctionnaires. Non, les arrêts maladie, c'est pas que pour les fonctionnaires. Il passe de... Non, mais il y a les arrêts maladie d'une manière générale, je crois qu'ils sont... Après, ils veulent faire payer, les entreprises, c'est ça. Pour le privé, faire payer le troisième jour de carence. On commence par quoi? Par... bon courage. Oui, c'est ça. D'abord, est-ce que ça sert à... Est-ce que vraiment il va y avoir ces propositions vont être ajoutées à la loi ou pas? Bah oui. Oui. Puis, de toute façon, ça va être voté par 49.3. Donc j'ai envie de vous dire, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent, le gouvernement, donc et les différents ministres. Il y aura pas vraiment de débat. Vous avez une commission des finances il y a 10 jours maintenant qui avait tricoté, retricoté, détricoté le texte. Et au final, qu'ils n'avaient même pas été votés. Donc on est reparti du projet de loi initial. Le problème, c'est qu'en fait, vous avez un PLF et le PLF, normalement, il y a une durée, je passe sous contrôle, il y a une durée de vie pour pouvoir le voter. Absolument. Et il faut quand même aller vite. Et je crois qu'il reste très peu de temps. Et donc, il faut mettre des nouveaux amendements, faire de nouvelles propositions, les débattre à l'Assemblée et toutes ces choses-là. Déjà qu'on a pris du retard parce que le gouvernement a été nommé tard. En réalité, il va falloir serrer les délais. Donc, c'est pour ça que je vous dis que oui, ils vont pouvoir proposer, donner des nouveaux amendements, mettre des nouvelles propositions, mais elles vont pas être débattues. Donc, vous allez avoir un 49.3 qui va passer très très vite. Et c'est à ce moment-là où ça risque d'exploser parce que vous aurez eu les arbitrages qui ont été faits entre les différents ministères. Et ça commence à exploser déjà, ça va encore plus exploser dans les jours qui viennent, je pense. Oui, sur les retraites en particulier. Sur les retraites, sur les taxes, mais même sur le budget de la justice ou sur le budget de la police et du ministère de l'Intérieur. C'est là, à mon avis, que ça va se cristalliser très très vite. On a déjà eu des menaces de ministres. Mais il y en a un qui va partir. Moi, c'est mon avis. Ça, justice. Mais ça dépendra qui va gagner l'arbitrage entre la justice et l'intérieur. Si il donne plus de moyens au ministère de l'Intérieur, la justice partira. Si la justice a plus de moyens, eh bien, c'est l'Intérieur qui partira. Et franchement, on parlait du voyage au Maroc il y a quelques secondes. Le fait que Bruno Retailleau accompagne le président de la République au Maroc, ça envoie quand même un certain signal sur la politique qui va être menée par le président de la République et l'exécutif. Moi, je l'ai vu hier interviewer Didier Migaud. Je l'ai trouvé particulièrement faible dans ses réponses, louvoyant et ne répondant pas directement aux questions qui lui étaient posées. Moi, je voulais parler des arrêts maladie dans la fonction publique. Vous allez pouvoir me répondre, Kevin. Dans le privé, la mesure permettrait de récupérer 1 milliard d'euros. On cherche 60, mais 43 millions de jours de carence en 2014 pour la fonction publique. En soi, ça c'est en 2014. On est passé à 77 millions en 2022, plus de 80%. Jean-Jacques Bourdin disait ce matin, combien de fois je suis venu une journée ou 2 jours avec un rhume, avec une grippe pour faire mon métier. Et ben moi je suis absolument d'accord avec lui. Je trouve que le fait dès le premier jour d'être remboursé font que les gens se posent vraiment pas forcément de questions et qu'ils viennent un peu au régime général comme les Français avec 3 jours de carence. Je trouve que c'est plutôt une bonne mesure. Kevin ? Oui. Vous n'êtes pas remboursé dès le premier jour? Vous êtes remboursé dès le premier jour? Je sais pas, moi je me suis jamais mis en arrêt maladie depuis 10 ans, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, donc... Ouais. C'est le jour de carence, mais c'est pour la fonction publique. C'est pour ça que je crois que la question s'adressait à vous, Kevin. Sur la fonction publique, effectivement, est-ce que c'est une bonne idée de peut-être vous avez regardé que tout le monde participe à l'effort. Moi, le problème, c'est que je pense que c'est une bonne idée. Mais la fonction publique, et d'ailleurs ils auront le droit, ils vont vous dire que c'est pas une bonne idée. Voilà, il faut savoir quand même que les arrêts maladie aujourd'hui en France, tout confondu, ça représente 15 milliards de budget. C'est en 2022, c'est considérable. Donc il faut pouvoir faire des économies. Donc ils sont en train d'avancer 2 pistes. C'est sur le privé, faire payer les entreprises. Et ça c'est vraiment embêtant, je vous le dis. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Les entreprises seront obligées de le faire. Faire payer les entreprises sur ces jours de carence. Et du côté, c'est d'aligner la fonction publique avec le secteur privé sur les 3 jours de carence. Voilà. Et ça va effectivement représenter une économie normalement considérable. Maintenant, alors l'entreprise, ce serait très dangereux parce que jusqu'ici de se dire c'est payé par la Sécu, donc ça va. Mais du moment où
l'entreprise va devoir payer un employé qui est de temps en temps malade ou souffrant, je peux vous dire qu'il quand il y aura des licenciements, il réfléchira entre une personne qui a qui a été malade et une qui n'a pas été malade. Jusqu'ici, la sécurité sociale protégeait ce licenciement parce qu'en effet, c'est pas l'entreprise qui payait, mais la sécurité sociale. Alexis, bonne mesure ou pas? On est en train de chercher quand même dans tous les fonds de tiroir. Hein. Ouais, c'est pas à l'échelle du problème, quoi. Non, mais c'est ça. Je pense que. Mais rien n'est à l'échelle du problème. On est dans une situation qui est quand même assez compliquée du point de vue des finances de l'État. Je pense qu'ils vont faire les poches de tout le monde. Voilà. Nous, dans les collectivités, c'est 5 milliards d'euros. Bon, alors. Ça représente quoi, 5 milliards d'euros? C'est-à-dire pour une ville comme Colombes, ça veut dire que vous allez devoir faire des économies où? Pour Colombes, précisément, c'est 4 millions d'euros à trouver d'économies sur un budget de fonctionnement qui fait à peu près 150 millions en fonctionnement. Mais sur ces 150 millions, en fait, il y a déjà tous les salaires des agents qui sont incompressibles, puisque vous savez, dans la fonction publique, on ne peut pas virer les gens, ils ont un statut, on n'est pas dans le privé, donc on va devoir trouver d'autres. Alors évidemment, il y a des gens qui partent à la retraite qu'on ne va pas remplacer, il y a des postes à pourvoir qu'on va supprimer, mais une fois qu'on a fait ça, en fait, après, c'est le fonctionnement des services qu'il faut attaquer, donc ça veut dire qu'est-ce qu'on arrête de faire, qu'on faisait avant. Certaines subventions, non? Oui, par exemple la vie associative. Vous savez que les communes sont quand même les premières financeurs de la vie associative, qui jouent quand même un rôle extrêmement structurant, notamment dans le sport et la culture, dans toutes les communes de France, hein, pas qu'à Colombes. Et donc, typiquement, si on veut par exemple dire qu'on préserve ce budget-là, il faut trouver des économies ailleurs. Mais par exemple, vous interdisez d'en faire sur la cantine ou la nourriture. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Faire des économies sur la cantine, la nourriture, ça veut dire qu'on met moins de viande dans les repas, ça veut dire que, on est obligé quand même, on va pas demander aux gamins de faire un repas sur on va pas nourrir les enfants un jour sur deux. Non, mais je veux dire, c'est là que ça devient très compliqué, c'est qu'en fait, il y a énormément de dépenses incompressibles. Et je pense que d'ailleurs que c'est la même chose pour l'État. Kevin, sur le budget en général, sur toutes ces pistes, donc augmenter les taxes sur les boissons sucrées, sur tous les produits sucrés, c'est ce que dit Alexis, c'est pas à la mesure de la dette. Si vous voulez, j'ai écouté le débat parlementaire, j'ai été estomaqué par l'attitude des députés. C'est le concours de l'épine de la taxe, le concours l'épine de l'impôt, et on invente tout et n'importe quoi. La taxer les boissons sucrées, je n'ai rien contre dans l'idée, mais pourquoi pas le retour de la gabelle aussi, et taxer également les aliments trop salés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on veut nous imposer en impôt en disant que finalement c'est pour notre bien. C'est pareil pour la taxation notamment des billets d'avion, c'est pour l'écologie. Donc on va pouvoir vous prendre le pognon et on va pouvoir vous taxer. Pour revenir sur ce qu'a dit Gilles, les 3 jours de carence, moi dans l'idée je n'ai rien contre. Sauf qu'on se rend compte, on nous dit que c'est une égalité entre les employés du public et les employés du privé. Sauf que dans le privé, 75% des entreprises couvrent financièrement les 3 jours de carence. En outre, moi je me mets à la place des professeurs, s'ils doivent être arrêtés, par exemple, parce que je suis prof, une journée, peut-être qu'ils vont se dire je vais plutôt m'arrêter 5 ou 6 jours, puisque de toute manière, les 3 premiers jours ne sont pas remboursés. Donc évidemment qu'il faut faire des économies, mais encore, c'est du colmatage, c'est des bouts de chandelle, et tant qu'on ne baissera pas de manière durable la dépense publique dans notre pays, on n'y arrivera pas. Il faut faire des réformes de structure. Je préférerais qu'on valorise le travail des fonctionnaires, qu'on les paye au mérite, et qu'ils soient un petit peu moins nombreux. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, parce que là, c'est la dernière fois qu'on a un budget de colmatage. Si jamais on ne fait pas des réformes dans le dur, on va vers un scénario à la grecque, c'est évident. Mais lisez le Parisien d'aujourd'hui sur les catalogues d'achat des collectivités, c'est assez parlant. Hein, j'imagine que vous en avez aussi, vous, dans vos collectivités, vous, des ampoules à 48 €, des lampes à 100 €, des chaises pareil à 80 € qui valent à quelques euros chez Ikea, pour ne pas le citer. Ouais, alors bon, après c'est pas les achats dans les collectivités non, mais c'est oui.
peanuts, mais quand même. En général. Mais si tout est peanuts, on va jamais y arriver. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à On l'heure. essaye quand même de négocier. D'abord, c'est très encadré. Il y a des marchés, il y a de la mise en concurrence. Donc en général, on prend les moins chers. Hein. Je le dis quand même. Moi, je suis en commission d'appel d'offres. Systématiquement, sur les marchés publics, on prend toujours le moins cher. Alors après, il faut regarder qu'ils soient capables de fournir les prestations demandées, la qualité, etc. Oui, parce que c'est pour en racheter une l'année prochaine. Voilà, si c'est pour acheter des choses, voilà, de bas de gamme. Donc là, il y a quand même des contrôles là-dessus. C'est des gens qui sont des professionnels quand même. Et globalement, on arrive quand même à s'en sortir. Mais pour revenir sur la question de la taxe, j'ai vu qu'on avait même évoqué le retour de la taxe d'habitation. Oui. Absolument. Mais qui est un vrai sujet aussi pour les collectivités locales, parce que si vous voulez, nous, pour le coup, on était contre la suppression de la taxe d'habitation, parce que certes, ça faisait plaisir aux gens. Mais ça a été compensé. Ça a été compensé, mais par exemple, pour être très concret, ça a été compensé à l'année N. Si votre population a continué à augmenter les années suivantes, c'est pas l'État ne suit pas, parce que par exemple on va vous dire on va geler l'indexation de la compensation, parce que c'est ça qui se fait. Donc en fait à chaque fois l'État en réalité sur la durée gagne de l'argent sur le dos des collectivités, et comme on n'a plus d'impôts locaux à part la taxe foncière qu'on peut encore augmenter, mais la taxe d'habitation en fait c'était aussi un principe de responsabilité politique, c'est que les élus disaient voilà si j'arrive pas à tenir mon budget avec les taux actuels, j'augmente les impôts, et c'est les électeurs qui trancheront et qui diront si j'ai eu raison ou pas, et qui accepteront. Maintenant tout est recentré par l'État et on n'a plus d'autonomie fiscale, et donc c'est vrai que c'est moins bien pour la responsabilité vis-à-vis des citoyens, c'est moins pédagogique aussi, puisque maintenant il faut expliquer aux gens que certes on n'a plus d'impôts locaux, mais que c'est les dotations qui nous obligent à faire des économies. Donc en fait on renvoie toute la responsabilité vers l'État. Et là où je voudrais aussi répondre à Kevin sur les questions des taxes, c'est vrai que le débat sur les alcools, le sucre et le salé, on l'avait déjà eu à l'époque. Oui, bien sûr, je me souviens. Du quinquennat de François Hollande, puisque déjà on cherchait aussi des recettes à l'époque. Et il y avait eu un énorme lobbying. Moi, j'étais député à l'époque, et pour nous empêcher ou nous orienter vers d'autres solutions. Moi, pour le coup, je suis comme tout le monde. Je suis pas pour qu'on taxe tout le temps. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même financer nos services publics. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, on a la question de la dette. Donc, quitte à faire des taxes, autant qu'elles soient intelligentes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, taxer des produits qui sont nocifs pour la santé, et dont on sait parfaitement, parce qu'on a 25 études sanitaires qui nous disent que le sucre aujourd'hui c'est un poison, qu'on a l'obésité qui explose, qu'on a les maladies cardiovasculaires qui explosent, et que tout ça c'est lié en partie à deux choses: notre alimentation et aussi peut-être le mode de vie, le manque d'activité, etc. Bon, si on peut intervenir au moins sur la santé et faire en sorte que orienter les gens vers des produits plus sains, plus naturels et moins produits chimiques, etc., c'est mieux. On va en reparler, on marque une pause. Mais on l'a déjà fait sur la cigarette. On marque une pause, à tout de suite. On en vend. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, effectivement les Français voient que leur service public ne fonctionne pas, je crois qu'on doit le dire à peu près ici tous les jours, et un auditeur me dit regarde, écoutez ce qui se passe dans mon village, pour le Tour de France ils ont refait la route du centre du village, puis les routes autour pour un prix de dingue, des travaux qui ont duré, tout ça pour 5 minutes de passage. Bon, c'est un exemple, il y avait dans... Oui, mais après ça sert tout le temps après. Oui, il y avait dans l'émission combien ça coûte à l'époque, l'argent public gaspillé. Je pense que déjà si on commençait par là, par les ponts en route et le genre d'absurdité qu'on peut avoir parfois, là aussi on pourrait trouver de l'argent. Oui. A été très bien cette émission, combien ça coûte à l'époque. Vraiment très bien. Avec une bonne animatrice. Non, c'était pas moi, c'était Jean-Pierre Pernaut. Oui, mais après tu y étais. Mais ce que je veux dire aussi, c'est répondre au fait, il faut moins de fonctionnaires. Ce que disait Kevin tout à l'heure. Moi, je comprends cette rengaine qui revient. Il faudrait moins de fonctionnaires et qu'ils fassent mieux leur travail. Mais on peut pas, d'un côté, dire les services publics fonctionnent de moins en moins bien. Oui. Ils disparaissent de plein de zones du territoire, notamment les territoires ruraux. On a de moins en moins de services publics, et dire il nous faut moins de fonctionnaires. Je pense qu'en vérité, il faut avoir une réflexion globale. Juste dire on va pas remplacer un fonctionnaire sur deux parce qu'on a besoin de faire des économies. Pour moi, c'est pas viable dans le temps. D'ailleurs, on revient toujours sur cette décision à chaque fois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les jours de carence, dans le service privé, le service public et tout. Oui, ok, mais alors
je vais peut-être vous étonner parce que c'est pas mon habitude de réfléchir comme ça, mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi un débat philosophique dans la société française. On est quand même aujourd'hui en Europe les moins productifs. Ça, il faut quand même le dire. 35 heures, pas 35 heures, ce que vous voulez. On est les moins productifs sur le travail en tant que tel, les Français. Et moi, quand je vois aujourd'hui au quotidien et que je travaille avec des plus jeunes, je pense que le Covid a laissé des traces dans la façon de travailler des gens. C'est-à-dire que les arrêts maladie, soit on est malade beaucoup plus facilement, c'est vrai, mais on est aussi beaucoup plus facilement en télétravail parce que ça semble normal. On est le dernier pays en Europe encore à faire du télétravail. Faut quand même le savoir. Et aujourd'hui, en France, tout ça a été épousé d'une façon très normale. Et on se dit que c'est normal de pas venir travailler 2 jours au bureau physiquement, mais c'est sûr qu'on va être moins efficace si on n'est pas au bureau et qu'on n'est pas avec ses collègues à un moment donné. Ça va être beaucoup plus facile aussi après de se dire je me sens pas très bien aujourd'hui, je vais me mettre en arrêt maladie et ça va faire augmenter à ce moment-là le trou de la sécurité sociale. Toutes ces choses-là, il faut aussi qu'on y réfléchisse. Je pense qu'on fait des Grenelles pour plein de choses, mais on n'a jamais fait une vraie réflexion autour du travail et de la valeur travail, à part pendant les campagnes. Ça fait des années qu'on dit ça. Ça fait des années qu'on dit que les Français sont des feignasses. Non, mais je dis pas que c'est des feignasses. Non, mais vous sous-entendu, mais ça fait des années. Non, c'est pas ce que j'ai dit, justement. Qu'on dit ça, on nous compare aux Allemands. Il y a 15 ans, on nous comparait aux Allemands. Et on nous comparait aux Italiens. Ça a toujours été. Justement, je pense qu'on n'a jamais eu cette réflexion, à part pendant les campagnes électorales où on dit travailler plus pour gagner plus, ou alors il faut qu'on lutte contre la fraude sur la chose sociale, mais on n'a jamais fait de débat concret sur le travail. Parce que quand vous écoutez les chefs d'entreprise, ils ont un mal fou à recruter. Il y a le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, c'est très compliqué. Mais pas que. Je vais même vous raconter une anecdote. Aujourd'hui, quand vous recrutez, que vous êtes chef d'entreprise, la première question qui est posée par combien de jours de congé? Combien de jours? Non, même pas. Combien de jours de télétravail dans la boîte? C'est la première question qu'on vous pose. C'est même pas le salaire. C'est combien de jours de télétravail dans notre entreprise. Ça dit quand même quelque chose du pays. Est-ce que cet employé qui est plus heureux, qui est chez lui 2 jours, qui s'occupe de ses enfants, on va pas refaire le débat. S'occuper de ses enfants, c'est pas du télétravail. Non, mais c'est plus télé que travail, dit Éric Revel. Est-ce qu'il permet plus de rentabiliser? On va pas faire le débat sur le télétravail. Qu'un employé. Je voudrais qu'on parle quand même. Il y a d'autres sujets dans l'actualité. On vient d'apprendre que le livre de Jordan Bardella ne pourrait avoir de publicité dans les gares SNCF. Il y avait 581 panneaux publicitaires qui avaient été réservés. Le livre de Jordan Bardella qui paraît ce lundi, je crois, ou demain. Enfin bref, il paraît aujourd'hui, le livre de Jordan Bardella. Et donc, il y a eu une montée de bouclier des syndicats. Et donc, la régie de la RATP, de la SNCF, a décidé, régie publicitaire et SNCF ont donc décidé que ce visuel contrevenait au principe de neutralité. À vérifier. Merci la SNCF pour cette campagne gratuite. Merci la SNCF de ne pas prendre cet argent pour améliorer le trafic, les réseaux et les gares, puisque l'argent va là. Merci donc d'économiser ces pages de publicité à Jordan Bardella. Et donc, le grand gagnant de tout ça est Jordan Bardella. Il peut remercier les syndicats de la SNCF. Mais au-delà de ça, c'est une forme de censure. Enfin, malgré tout, soit Jordan Bardella est un fasciste dangereux, et dans ce cas-là, on ne le publie pas et on interdit son livre. Mais à partir du moment où il publie un livre, refuser la publicité... les livres politiques n'ont pas le droit d'être affichés dans les gares. Oui, je suis pas sûr qu'il n'y en ait pas eu... Non, là, c'est parce que lui dit c'est une bio, c'est pas un programme. Les programmes n'ont pas le droit d'être affichés dans les gares. Quand vous avez François Hollande, c'est sur son histoire, sur sa vision du monde. Voilà, sa vision neuve, ça vous avez le droit. Si vous faites un livre sur un programme, vous n'avez pas le droit à l'affichage, ça c'est valable pour tout le monde. Et donc il joue sur cette ambiguïté en fait. Oui, non, mais tout simplement, ça s'appelle de la censure. Monsieur Bardella est censuré parce que c'est Monsieur Bardella, et on voit bien qu'il y a dans le petit microcosme une forme de mépris vis-à-vis des électeurs qui votent pour le Rassemblement national. Certains ont même parlé de tic-totisation, notamment de Jordan Bardella, comme quoi finalement ce dernier ne serait pas au niveau et n'aurait pas de légitimité sur le terrain public. Donc voilà, c'est de la censure. Voilà, je ne veux pas tomber non plus dans la tic-totisation, donc je vais m'arrêter là. Ouais. Non, oui, je pense qu'il n'y a rien à ajouter sur le fait que ça paraît quand même étrange. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas autre chose à dire. On te revient ou pas à la neutralité? Que quand j'ai voyagé, j'ai dû voir des affiches des livres de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande dans les gares, et peut-être même d'autres hommes ou femmes politiques, et que ça m'a jamais choqué. Oui. Franchement, il n'y a pas de... C'est pas grave.
Non, mais je veux dire, c'est un choix de l'entreprise. Je veux dire, si elle le fait que pour Jordan Bardella, c'est embêtant parce que c'est discriminatoire. Mais enfin, si vous avez souvenir d'un autre livre dont l'affichage a été interdit? Bah peut-être on n'en a pas eu la publicité, c'est pas arrivé. En général, ils n'ont pas fait l'affichage du livre de Zemmour et qu'on l'a pas su, j'en sais rien moi. Zemmour, j'ai dû le voir en plus. En général, ça nous remonte, ça remonte jusqu'à nous. Après, ça permet surtout de faire une publicité au livre. Mais voilà, qui sera pas visible dans les gares, mais on en aura parlé dans tous les médias parce que tout le monde va commenter. Ils ont économisé le fric d'une campagne. On va parler de ce qui s'est passé à Rennes, où là aussi c'est un petit peu comme le budget. On a un peu le sentiment que y a des annonces, il y a de la com, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je vous propose qu'on en parle tout de suite après la pub, comme ça on aura du temps pour ce sujet. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, je voudrais qu'on reparle de ce qui s'est passé à Rennes. Un enfant de 5 ans blessé par balle. Il était dans la voiture de son père qui visiblement a été visé par un règlement de compte. C'est l'enfant qui a été atteint, qui est entre la vie et la mort. Tout cela après une course-poursuite. Alors, un témoignage sur Twitter qui vaut ce qu'il vaut, mais qui quand même corrobore un certain nombre de choses qu'on a pu entendre ici ou là sur ce qui se passe réellement dans certaines villes et en particulier à Rennes. Écoutez. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous apprenais que pour rentrer dans certaines zones, les agents municipaux devaient montrer leur pièce d'identité à des dealers afin de pouvoir aller faire l'entretien des pelouses. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous apprenais que 2 points de deal de la ville étaient en vente sur Snapchat. Le premier à 3 millions d'euros et le second à 800 000. Chacun garantissait une rentabilité entre 30 000 et 80 000 euros par jour selon l'annonce. Avec une patrouille de police dans certaines zones de Rennes, on envoie d'abord un drone pour être certain que tout va bien se passer lors du passage de la brigade. Tu as bien entendu, on envoie un drone et on parle de Rennes là. Et hier soir, j'étais un des premiers à parler de ce pauvre gamin de 5 ans qui se retrouve avec 2 projectiles qui l'atteignent à la tête lors d'un règlement de compte. Donc, c'est ce qu'on a entendu, je ne sais pas si vous vous souvenez Gilles, quand on avait reçu un journaliste qui avait fait un reportage sur les cités de Marseille, les policiers lui ont dit « Allez discuter, nous on peut rien ». Allez discuter avec les délinquants, enfin allez discuter avec ceux que vous voulez filmer, demandez-leur si vous pouvez mettre un drone, parce que c'est eux qui gèrent ça. Rafik Smati nous avait raconté quand il était en campagne qu'il était allé à Marseille, qu'il y avait des checkpoints et qu'il a dû montrer patte blanche pour pouvoir rentrer, pardon d'utiliser le mot patte blanche, pour pouvoir rentrer dans la cité. Donc ce qu'il dit ne semble pas complètement ahurissant. Non mais moi je trouve ça terrifiant. Là sur les drones, ce que vous racontez, il faut savoir que quand on produit un film ou un documentaire, on fait des demandes officielles à la préfecture, à la mairie de la ville en question pour pouvoir faire rentrer un drone. Et à l'aviation civile. Et à l'aviation civile. Et je peux vous dire que c'est très très compliqué d'avoir les autorisations pour filmer. Si là, c'est l'aviation civile avant tout qui. Oui, mais même les préfectures derrière, il faut que vous ayez une autorisation. Et ça doit être quelqu'un qui sait conduire des drones. Exactement, c'est quelqu'un, un professionnel qui a une carte spécialement pour ça et tout. Et donc si c'est le cas, je vous crois. Si c'est le cas sur le fait qu'il faut demander une autorisation pour placer un drone au-dessus pour pouvoir faire en sorte de surveiller l'endroit. Enfin, c'est terrifiant. C'était Jérôme Pierrat qu'on avait reçu. Et c'est terrifiant. Et je vais vous dire autre chose. Moi, ce qui m'agace, enfin c'est même pas agacé, c'est ce qui me gêne terriblement, c'est que on l'a dit plusieurs fois sur cette antenne, vous avez eu des opérations place nette XXL qui ont été tenues ces dernières semaines, ces derniers mois, avec des opérations de com incroyables. Et ce qui se passe ces derniers jours dans nos villes, à Rennes, enfin c'est à Rennes quand même, ouais, c'est quand même une grande ville de Bretagne. Marseille, Grenoble. Voilà, mais et Rennes, ce qui s'est passé, un garçon qui prend 2 balles, et qui est entre la vie et la mort, un garçon de 5 ans, parce qu'il est à l'arrière de la voiture de son père, qui, je sais pas ce qu'il faisait là-bas. Enfin si, j'ai une idée, mais j'en sais rien. Je suis pas dans la justice. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même terrifiant. En réalité, terrifiant. Là, le sonore que vous avez entendu, c'est quelqu'un, effectivement, que vous pouvez suivre sur TikTok. Et Kevin, je sais que vous aimez TikTok, c'est pour ça que je le dis. C'est quelqu'un. On sait pourquoi maintenant. Voilà. Non, mais c'est quelqu'un que vous pouvez suivre sur TikTok, qui est videur de boîte de nuit. Si j'ai bien compris, et qui est au courant, qui entend, qui voit ce qui se passe autour de sa boîte de nuit, et qui prévient depuis des mois et des années.
C'est pour ça que Bruno Retailleau qui répond, on va envoyer la CRS 82 là-bas. Bah ouais, ce qu'il raconte on vous a juste monté un petit extrait. Ce qu'il raconte, c'est que les mecs disent, on se met au vert quelques moments, puis quand ils partent, on recommence. Mais je sais pas, vous avez été étonné par ce son? Tout aussi terrifiant que la dame qui est chez elle et puis qui se prend une balle à Marseille. De l'appartement qui est juste à côté, c'est exactement la même histoire. On n'est pas dans une voiture, ce n'est pas un enfant, mais c'est le même principe. Vous vous souvenez de cette fille, Soukaina, qui a reçu. On est exactement dans la même histoire et on fait toujours les mêmes débats. Donc c'est. Non, mais moi, ce qui me sidère, c'est le décalage entre le politique et la réalité, Kevin. Oui. Parce que vous vivez dans vos classes aussi parfois. Et les discours qu'on peut entendre des politiques divers et variés qui viennent voir ce qui se passe réellement. Oui, c'est des discours qui sont complètement déconnectés. Je crois qu'on a perdu la guerre contre le narco-banditisme. On a atteint un tel niveau. Enfin, je sais pas si vous avez vu à Marseille récemment avec le DZ. Je sais pas, il y avait un groupe de drogués qui ont fait carrément une conférence de presse pour se mettre à égalité avec l'État. Quand vous interrogez certains policiers, ils vous racontent que finalement, parfois, les trafiquants de drogue ont plus de moyens qu'eux, notamment que l'État. Enfin, je pense qu'on a perdu cela et en effet, ça pose des problèmes dans nos banlieues. Oui, Alexis. Moi, je me rappelle que quand Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007, il avait trouvé l'alpha et l'oméga de la lutte contre les narcotrafiquants avec des groupements qui devaient rassembler les services de la justice, de la police et les services fiscaux, puisque à l'époque on disait comment ils font pour rouler dans des bagnoles à 100 000 euros, sans revenus, etc. Donc on va trouver des solutions, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça, je vous parle de ça fait quand même presque 20 ans maintenant. Le constat, c'est que en France, il n'y a peut-être pas qu'en France, mais en France, c'est un échec de la politique de répression, de mettre toujours plus de moyens pour combattre le narcotrafic. Et au final, 20 ans après, il y a des territoires qui sont gangrénés, qui sont sous contrôle de ces trafiquants et qui n'ont jamais aussi bien gagné leur vie, parce que ce qui est effrayant, c'est les sommes que vous donnez. Vous trouvez que la politique des MJC a mieux marché? Non, c'est pas ce que je dis, mais pardon, mais il faut pas être caricatural. Les MJC, elles ont jamais eu comme objectif, intention, moyen de lutter contre la délinquance. Un petit peu. Jamais. Mais non, pas du tout. C'était l'accès à la culture pour tous. C'était donné à des familles qui n'avaient pas forcément les moyens d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de leur donner des accès à cette culture à des prix et à des de la rapprocher la culture des plus modestes. C'était ça l'objectif des MJC. Donc faut pas tout mélanger, pas non plus raconter des histoires aux gens. Le problème, c'est qu'en fait, on parle en France toujours que du volet fait divers et des conséquences. Parce que ce qu'on décrit à Rennes, ce qui se passe à Grenoble, ce qui se passe à Marseille, c'est les conséquences de quoi? C'est les conséquences de maire de gauche, peut-être? Pas du tout. Parce que Jean-Claude Gaudin était là, et je crois que les cités étaient à peu près dans le même état, et que le narcotrafic... Je pense que ça a un petit peu empiré quand même. Non, je ne crois pas, sauf à faire un procès d'intention au nouveau maire et à considérer... Non, mais c'est bizarre, c'est Rennes, Marseille, Grenoble, Nantes... excusez-moi, mais là, franchement, Valérie, si vous essayez de politiser le sujet, je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque, et vous aussi, vous êtes un peu déconnecté du terrain. Parce que, pour le coup, allez voir dans des villes gérées par la droite, s'il n'y a pas de trafic de drogue... Il n'y a pas des problèmes et les maires, n'ont pas les moyens, même quand on a une police municipale, même quand on a des caméras, c'est le cas dans ma commune, ça n'empêche pas que puisse y avoir ici ou là un point de deal, et on l'est assez rapidement informé par les habitants, et quand on peut intervenir, déjà on en parle avec la police nationale, excusez-moi. Ils font quoi? Souvent ils nous disent on n'a pas d'effectifs, ou ce qu'ils disent, le discours classique, c'est un petit, nous ce qu'on veut c'est démanteler des filières, donc le petit point de deal du quartier, ça nous intéresse pas, et de toute façon si on le démantèle, comme vous avez dit, ils vont soit se déplacer à 500 mètres, soit partir en vacances pendant 15 jours, parce que dans toutes les villes on a connu ça, des faits divers liés à la drogue, au trafic de drogue. L'État, les médias s'en saisissent, on envoie les CRS ou la police pendant 15 jours dans le quartier. Pendant 15 jours, il y a un camion de CRS au milieu du quartier, ça fait partir les dealers. Mais 15 jours après, ils s'en vont parce qu'on peut pas laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est quoi la solution? Il est pas là le problème, Alexis. La solution, Alexis, c'est pas la répression qui fonctionne pas. La répression fonctionne. Ce qui fonctionne pas derrière, c'est la justice.
c'est Mais la qu'ils sont justice, elle est libérés. débordée. Ah, mais Elle voilà, est débordée, mais ça, elle n'a pas les moyens de traiter tous les dossiers qu'on lui amène. Voilà, Il faut c'est qu'il n'y a arrêter. aucune sanction. Donc à un moment donné, il n'y a aucune sanction. Ils sont libérés. Ils retournent au trafic de drogue. Ils ne sont pas. Il n'y a pas de sanction. Il y a un moment, c'est plus facile de dealer de la drogue que d'aller au travail. Ça rapporte plus d'argent. Et derrière, la société ne vous fait pas payer tout ça. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a aucune sanction. Les prisons sont pleines. La justice est super, et pas du tout répréhensible. Voilà le problème, c'est qu'on les arrête, on met des choses en système, on va dans des bons lieux, on met un système tout en place, et derrière, la justice ne fonctionne pas. Une fois qu'on aura réglé les problèmes de tribunaux et de justice, on commencera à régler les problèmes de droit. Mais non, ça ne changera rien. Juste pour répondre à Alexis sur le fait que faut pas politiser le sujet. Un dealer qui est mis en prison, il est remplacé le lendemain. Quand vous avez un point de deal qui rapporte 40 000 balles par jour, excusez-moi, c'est pas la peur du gendarme ou du juge qui va régler le problème. Faut arrêter les conneries. 15 ans ou 20 ans de prison. Et après, il y a les familles. Juste pour pas politiser le sujet, pas complètement, mais un petit peu quand même, il y a une différence quand même entre les villes dirigées par la droite et celles dirigées par la gauche, c'est les réactions quand même, Alexis. Quand vous entendez le maire de Grenoble ce matin, Éric Piolle, en interview, et je vous engage à écouter l'interview, Grenoble qui est quand même, je vais pas dire une plaque tournante parce que le terme serait un peu exagéré, quoique, et qui vous dit qu'il faut s'attaquer plus à la santé mentale que à la répression. Vous dites quand même que dans le discours d'Éric Piolle, il y a une certaine innocence, voilà, qui est peut-être voulu, j'en sais rien, mais en tout cas une certaine innocence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle aussi, sans vouloir politiser le sujet, un petit peu quand même. Quand vous avez un député qui est pris la main dans le sac à acheter de la drogue, à Paris, à un mineur de 14 ans, et que toute la gauche trouve pas normal, là aussi je vais pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas dit il faut l'aider à se soigner, il faut pas qu'il démissionne. Bah vous vous dites quand même, excusez-moi, il y a un problème. Il y a un deux poids. Tout le monde ne dit pas la même chose non plus. Oui, d'accord, mais bon, globalement, il y a eu quand même un soutien assez massif. Alors que je pense que ça aurait été. Il a toujours pas démissionné. Il a pas démissionné. Moi, je dis même pas qu'il faut qu'il démissionne. Je dis qu'il faut qu'il revienne devant ses électeurs. Voilà, vous voyez, et on verra. Donc, mais lui-même ne veut pas le faire. Non. Et il est soutenu par des gens comme Sandrine Rousseau et tout, qui sont là, les pères la morale habituellement, et qui là vous disent, bah non, mais il est malade, il faut l'aider à se soigner. Bon. Mais quelle solution? Enfin, encore une fois, quand vous voyez. On envoie la CRS et le décalage avec le quotidien des gens dans ces cités. Parce qu'il faut oublier que les premières victimes, ce sont les gens qui vivent dans ces endroits et qui sont... Il y a deux solutions. Il y a la justice et il y a la famille. Du moment que vous prenez l'argent aux familles, vous enlevez les aides, vous enlevez un tas de choses, je peux vous dire que à ce moment-là, ça va aussi à un moment réagir. Les parents vont prendre aussi les choses. Parce qu'il y a un moment, sur ces problèmes-là, sur la chouffe, par exemple, ce sont des mineurs avec des parents. Je vous ai raconté ce qui est arrivé à un de mes amis qui portait plainte. Il s'est retrouvé avec 4 mineurs dont les parents ont dit on en a rien à foutre, c'est pas notre problème. Il y en a 3 qui sont en foyer. Donc voilà. Ils sont déjà en foyer. Ils sont déjà en foyer. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous traitez les conséquences et pas les causes. Les causes, c'est l'explosion du nombre de consommateurs. Pardon, s'il n'y avait pas des millions de gens qui consommaient de la drogue, il n'y aurait pas autant de points de deal et il n'y aurait pas autant d'argent généré par le deal et donc on n'aurait pas. Là, donc, on parle. Vous voulez qu'on libère la drogue? Non, mais alors, il y a deux. Moi, je suis prêt à un vrai débat sur le sujet argumenté. Il y a des gens qui disent oui, effectivement, on pourrait dépénaliser ou même légaliser une partie de ce qui aujourd'hui est du deal qui va en dehors des poches de l'État, puisque c'est de l'argent sale, qui n'est pas fiscalisé et qui enrichit les dealers et les voyous. Bon, on pourrait les priver d'une partie de ces recettes et légaliser une partie des choses. Ou bien on maintient un discours ultra répressif où on veut pas débattre de toutes les options sur la table, et celle-là, elle est sur la table. On veut jamais la débattre, parce que tout de suite, moi j'en ai fait des dizaines des plateaux avec des gens qui sont dans des postures, qui disent ah non mais là vous êtes laxiste, vous voulez légaliser, vous voulez. Sauf que est-ce que on a les moyens aujourd'hui d'aller au bout de la répression? C'est est-ce qu'on est prêt à mettre des policiers partout pour démanteler les points de deal? Ça veut dire qu'il faut mettre des policiers partout, donc il faut recruter des dizaines et des centaines dans le contexte de finances publiques qu'on connaît. Et derrière, une fois que la police fait son travail, c'est la justice qui doit traiter, mais les magistrats, ils vont vous expliquer aussi qu'ils sont débordés et que traiter les discours... Juste, je te rappelle très justement... En plus, il faudrait aussi augmenter... Donc, vous voyez Gilles, il faut aller au bout du truc. Oui, soit on est dans l'ultra répressif et on doit mettre des moyens, à ce moment-là c'est des moyens colossaux et c'est pas sûr qu'on y arrive, soit effectivement on regarde s'il n'y a pas d'autres options pour à la source
traiter le problème, parce que là on traite encore une fois les conséquences. Alors c'est facile de taper sur les maires, c'est facile de taper sur la justice, on peut même critiquer la police qui fait pas son travail, mais moi je pense qu'à un moment donné le rôle des responsables politiques c'est pas uniquement de traiter les conséquences, c'est aussi de regarder les causes et que la société aussi elle-même se regarde en face et que tous ces gens qui l'air de rien sont des bons pères de famille, vont acheter leur drogue tous les jours ou toutes les semaines et qui donc alimentent un trafic. Sauf que c'est pas du cannabis qu'a vendu le gamin aux députés. Hein. C'était donc qu'est-ce que vous faites avec les drogues de synthèse? C'est encore un autre débat. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait dépénaliser toutes les drogues. Hein. Non. Donc vous aurez toujours du trafic et donc tout cela va perdurer. Peut-être pas la même ampleur. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.